Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, puisqu'elle va être un petit peu plus personnelle, elle va être plus axée autour de mon expérience personnelle. Et aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, je vais vous parler d'endométriose. Je vais évidemment vous parler de livres qui parlent d'endométriose aussi, mais avant ça, j'ai plutôt envie de vous raconter mon propre parcours avec cette maladie. Donc déjà, l'endométriose, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie qui est encore assez mal connue et ce sont en fait des cellules d'endomètre qui, au lieu d'être uniquement placées à l'intérieur de l'utérus, ce qui est là où elles appartiennent, on va retrouver certaines de ces cellules à d'autres endroits du corps et ça peut être vraiment n'importe où. J'ai lu en ligne des témoignages de personnes qui avaient de l'endométriose dans les yeux, dans le cerveau, enfin vraiment à des endroits où personnellement je n'ai pas encore compris le mécanisme de comment ça peut se retrouver là. D'ailleurs, ça fait partie de ces choses qui sont encore pas très claires, c'est-à-dire que le mécanisme de l'endométriose n'est pas certain. On a plusieurs écoles, plusieurs explications de comment est-ce que ces cellules viennent se déplacer, viennent se retrouver à ces endroits. Elles ne devraient pas être. Voilà, on en est encore au stade de la recherche, au stade du on n'est pas sûr à 100%, les choses ne sont pas encore complètement prouvées. Et de ce que j'ai compris au fil de mes recherches, au fil de mon propre diagnostic, c'est qu'il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes qui sont atteintes d'endométriose. Et c'est ça qui complique énormément les choses. Et il n'y a pas encore assez de moyens pour la recherche, ce qui fait que le temps pour être diagnostiqué est complètement ridicule, puisqu'il faut en moyenne 7 ans pour une femme pour être diagnostiquée. Et personnellement, il m'a fallu 20 ans, puisque j'ai eu mes règles à 14 ans, j'ai eu mes premières grosses douleurs de règles et donc premier signe d'endométriose à 14 ans. Et j'ai enfin eu un diagnostic à 34 ans. Voilà, donc c'était il y a 2 ans maintenant. Avant ça, j'ai eu droit à 20 ans d'errance médicale. Alors pas exactement 20 ans parce que je n'ai pas cherché à comprendre d'où venaient mes douleurs tout de suite. Tout simplement à cause du discours médical et sociétal, puisque on nous dit tu es une fille, c'est normal d'avoir mal, c'est normal que tes règles te fassent mal. Alors qu'en fait, pas du tout. Le fait d'avoir ces règles ne devrait pas nous donner envie de s'arracher la moitié du corps. Voilà, parce que personnellement, chaque mois, quand j'avais mes règles, j'avais envie de m'arracher l'utérus tellement la douleur était violente. C'est-à-dire que pour moi, le seul moyen d'arrêter cette douleur où j'avais l'impression de me faire poignarder sans cesse pendant des heures et des heures, pendant des jours, dans ma tête, le seul moyen, c'était enlevez-moi tout. Voilà, genre j'étais prête à aller mettre mes mains et à arracher ça. Désolée, c'est très graphique, mais je vous avoue que cette douleur était très très dure à gérer, sachant que les premières années, on était sur la douleur est localisée et se contente d'être là pendant mes jours de règles, mais qu'avec le temps, elle s'est immiscée dans mon quotidien. C'est-à-dire que il y a 6 mois, si on me demandait quand est-ce que j'avais mes douleurs de règles, mes douleurs d'endométriose, et bien c'était 3 semaines sur 4. Voilà, c'était la semaine avant mes règles, la semaine de mes règles et la semaine après mes règles. Les douleurs variaient entre les différentes périodes, avec un énorme pic pendant la semaine de règles où en fait je ne pouvais pas bouger, où il fallait que je reste chez moi parce que les crises me tordaient, faisaient qu'il y avait des moments où les crampes étaient tellement violentes que je ne pouvais pas bouger. J'ai fait l'expérience d'être forcée à sortir et en fait être en train de marcher et tout d'un coup m'arrêter et devoir m'appuyer sur quelque chose et ne plus pouvoir bouger jusqu'à ce que la crampe passe d'elle-même et que je puisse à nouveau faire un pas. Je me suis retrouvée dans des situations où gérer la douleur était extrêmement compliqué. Et il y avait un autre aspect à ça, c'est que non seulement il y a la douleur au moment de la crise, que la plupart des femmes vont comprendre, vont être là, ok, je conçois, mais il y a tout le reste qui a tendance à être négligé et que moi-même je ne réalisais pas, je réalisais pas à quel point ça allait loin. C'est l'état de fatigue constant et d'anxiété, parce qu'il y a une couche d'anxiété qui vient se rajouter là, parce qu'on est toujours obligé de calculer est-ce que je serai en état de faire ça ou non, est-ce que je peux accepter telle invitation parce que est-ce que ça va tomber à un mauvais moment. C'est
compliqué de se dire que chaque fois qu'on va sortir de chez soi ou chaque fois qu'on a quelque chose à faire, il va falloir qu'on calcule si on va être physiquement capable de le faire. Donc ça entraîne une forme d'anxiété constante en fait. Mais surtout cette situation de douleur constante entraîne une fatigue, mais une fatigue qui est vraiment chronique en fait. J'en étais arrivée à être épuisée absolument tout le temps, au point que c'était devenu ma nouvelle normalité. C'était voilà, je trouvais normal d'être fatiguée tout le temps. Je croyais que mon degré d'énergie c'était ça, et puis voilà quoi. Sans faire le lien avec le fait que c'était l'endométriose. Notamment parce qu'il m'a fallu très longtemps pour avoir ce diagnostic. Et mon parcours pour ce diagnostic, ça a été beaucoup de médecins qui m'ont dit c'est normal d'avoir mal, vous êtes une femme, c'est normal d'avoir mal, ce sont les règles, faites avec, prenez de l'Antadis. Alors prenez d'abord du Spasfon, le Spasfon n'a jamais fait effet, jamais. Ensuite on m'a dit prenez de l'Antadis, où effectivement quand j'étais plus jeune ça soulageait un peu les douleurs. Sauf qu'au bout de 10 ans, l'Antadis il fait plus rien. Voilà, donc je me retrouvais à avoir ces douleurs qui n'étaient pas gérables du tout et qui ne pouvaient être soulagées par rien. Et d'avoir mon entourage et les médecins que j'ai rencontrés qui me disaient c'est normal, prends sur toi, faut pas en faire des caisses, c'est normal d'avoir mal parce que tu es une femme. Et ce discours, je l'avais tellement intégré que pendant très longtemps j'ai arrêté de chercher et que limite j'ai arrêté de m'en plaindre, même si ça avait un énorme impact sur mon quotidien, sur ma vie sociale, sur ma santé mentale également, et pendant un temps aussi sur ma capacité à travailler, hein, puisque aller au travail et être plié en deux, ça marche pas très bien. Et puis finalement, j'ai ma petite sœur qui m'a dit Imen, tu devrais quand même vérifier, tu devrais en parler à ton médecin. Et je venais de changer de médecin et j'avais enfin un médecin qui était à l'écoute, puisque j'ai d'autres problèmes de santé qui avaient été négligés par mes autres médecins, alors que lui, tout de suite, il a fait les bonnes démarches et a vraiment amélioré ma qualité de vie par rapport à ça. Donc, après que j'ai changé de médecin, ma sœur m'a dit vraiment, c'est pas normal d'avoir mal à ce point-là, tu devrais peut-être voir si c'est pas de l'endométriose. Elle-même s'était renseignée sur le sujet parce que elle, ses douleurs de règles ont été atroces depuis l'adolescence. Elle vomissait tellement elle avait mal, enfin... Et c'était aussi un petit peu mon comparatif où moi je me disais, par rapport à elle, ça va, je gère. Donc, même quand elle m'a parlé d'endométriose pour elle, je n'ai pas tout de suite percuté, je me suis pas dit que ça pouvait être mon cas aussi. Mais elle a fini par me dire, non, tu devrais quand même aller te faire tester, essayer de te faire diagnostiquer, que ce soit pour éliminer ce diagnostic ou pour le confirmer. Et le diagnostic a mis 1 an, parce que donc, le temps que je vois mon médecin, j'ai fait une première échographie et à l'échographie il n'y avait rien, donc voilà, pour le coup c'était bon tant pis, on élimine, c'est pas de l'endométriose. Sauf que 1 an plus tard j'en ai reparlé avec mon médecin et à ce moment là il était enfin au courant de ce que c'était l'endométriose, parce que quand on en a parlé la première fois il ne connaissait pas, il n'en avait jamais entendu parler et il m'avait dit je vous envoie faire l'examen, puisque il a cherché sur Google pour voir quel était l'examen adapté. Je vous envoie faire l'examen parce que si vous m'en parlez c'est que vous êtes renseigné, je vais vous faire confiance là-dessus et je me renseignerai de mon côté. On n'en a pas reparlé parce que l'examen était négatif, mais 1 an plus tard on a remis le sujet sur le tapis et il m'a dit oui, on devrait peut-être refaire d'autres examens complémentaires parce que le premier n'était pas forcément le plus adapté ou celui qui allait le plus nous aider ici, et en plus ça dépend du moment du cycle, etc. Donc il m'a dit on va pousser, on va en reparler. Là j'ai fait à nouveau une échographie et une IRM et on a découvert que mes ovaires étaient entièrement recouverts d'endométriose. Donc voilà, j'ai eu finalement à 34 ans ce diagnostic d'endométriose. Ça a été un soulagement en fait, parce que quand on a mal pendant 20 ans et qu'on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas soulager la douleur. On peut essayer de soulager la douleur, mais on ne peut pas travailler sur la cause. Donc du coup, on sait que ça reste et c'est toujours là, et que la gestion de la douleur de toute façon reste très compliquée et pas suffisante dans mon cas. Donc le fait d'avoir un diagnostic m'a vraiment soulagée, même si un diagnostic sur une maladie qui est si mal connue, ça reste compliqué. Et j'étais pas au bout de mes peines, puisque derrière j'ai été voir une spécialiste donc, que m'a recommandé mon médecin,
qui a été atroce. Donc je ne donnerai pas son nom, mais l'entretien, alors j'ai eu 1 heure d'attente, hein, enfin elle a eu 1 heure de retard, et l'entretien en soi a duré à peu près 5 minutes, où elle n'a pas pris la peine de prendre connaissance de mon dossier, elle n'avait pas pris la peine de prendre connaissance de mon dossier avant. Elle s'est contentée de me poser 2-3 questions, et en fait la 3e question était est-ce que vous êtes en train d'essayer d'avoir des enfants? Est-ce que vous et votre partenaire essayez de tomber enceinte? Et je lui ai répondu bah non, je suis célibataire, je ne suis pas en train d'essayer d'avoir des enfants et je ne suis pas sûre que je veuille des enfants. Donc non, la réponse était non. Et en fait à partir de là, elle ne m'a plus écoutée. Je n'étais plus là pour elle, je n'étais plus dans son bureau, elle était passée au patient suivant. Puisque elle m'a dit ah bon, dans ce cas-là, on va vous donner tel médicament, donc c'était du décapeptyl et je ne sais plus quoi. Dit en gros ça vous met en ménopause artificielle et puis jusqu'à ce que vous décidiez d'avoir des enfants, et à ce moment là vous aurez 6 mois pour tomber enceinte naturellement avec uniquement 50% de chances que ça arrive naturellement, et après ça on discutera PMA et là pareil vos chances sont de 50%. Et là je me suis dit vraiment elle ne m'a pas écoutée quand je lui ai dit que je ne souhaitais pas forcément avoir d'enfants, donc ok. Et je me suis dit bon bah c'est pas grave, ça veut dire que je vais être sous ménopause artificielle jusqu'à ce que je sois en vraie ménopause, ou potentiellement sur plusieurs années. Donc je fais ce qu'elle me dit, je choisis de lui faire confiance parce que comme c'est un sujet un peu compliqué, je me suis dit je vais faire confiance au médecin. Elle est spécialiste, elle est censée être une des meilleures dans son domaine dans la région, donc je vais lui faire confiance. J'ai donc pris rendez-vous avec une infirmière pour qu'elle vienne me faire l'injection. Donc c'était une injection et ensuite un traitement à prendre. Donc elle vient, elle me fait l'injection et là elle me dit par contre il faut faire attention parce que il y a des effets secondaires assez importants sur ce traitement, donc faites attention. Donc là je commence à m'inquiéter un petit peu, mais je ne lis pas tout de suite les effets secondaires sur la boîte parce que j'avais pas envie de commencer à paniquer. Le problème c'est que à l'époque j'étais suivie en hôpital de jour pour dépression et troubles de l'anxiété. Ça commençait à aller un peu mieux, le suivi aidait. Et avec mon psychiatre, on avait décidé de faire uniquement un suivi en hôpital de jour avec des ateliers et des séances avec une psychologue, mais pas de médicaments. Il voulait que les 6 premiers mois du suivi, ou la première année, je sais plus exactement, enfin en gros il voulait que je ne sois pas sous médicaments, qu'on essaye sans les médicaments, parce qu'il trouvait que c'était le plus adapté pour moi. Donc effectivement, quand on me demande est-ce que vous êtes sous médicaments, les seuls médicaments c'est ceux pour l'asthme et l'antatis pour la douleur de règles. Mais il n'y avait pas de médicamentation pour l'anxiété et la dépression. Pourtant, j'étais quand même suivie pour dépression et troubles de l'anxiété, mais à aucun moment, le médecin que j'ai rencontré ne m'a posé de questions. Vraiment, elle ne s'est pas du tout inquiétée de ma santé mentale. Elle a posé 0 question sur mon état d'esprit, sur ma santé mentale, sur mes attentes aussi. Et j'étais tellement mal à l'aise que je n'ai rien dit. Et que, en fait, je n'ai pas pensé à lui parler de ma santé mentale en fait. J'étais pas là pour ça, donc je n'y ai pas pensé de moi-même. Sauf que j'aurais dû, parce que au bout de quelques jours à peine de ce traitement, je me suis retrouvée à avoir des pensées suicidaires, extrêmement violentes. Ce que je n'avais jamais eu. Alors, dans ma dépression, j'avais des pensées telles que je n'ai pas envie de vivre, mais je n'avais jamais eu de pensée de j'ai envie de mourir. Et c'est une énorme différence. C'est une énorme différence, surtout qu'à l'époque je vivais seule et que les possibilités de passer à l'acte étaient extrêmement nombreuses. Et je pense que je suis pas passée loin 2-3 fois, mais dans des moments, genre, sans même me rendre compte de ce que j'étais en train de faire et pas en train de... Enfin, je me sentais pas mal à un point abusé, mais les pensées suicidaires popaient toutes seules, comme ça. Et si ça popait alors que j'avais un couteau dans la main, parce que j'étais en train de couper des tomates, on se retrouvait dans une situation un peu compliquée. Et en fait, au bout de quelques semaines à peine, à l'hôpital de jour, la psychologue, la psychiatre et les infirmières se sont rendus compte qu'il y avait un truc qui allait pas et m'ont posé des questions. Et vu que je leur avais apporté mon ordonnance juste avant, puisque chaque fois que je prends un nouveau médicament, je devais en informer l'hôpital de jour,
Elles ont fait le lien tout de suite et là elles m'ont dit ok, ça va pas être possible, vous pouvez pas continuer ce traitement parce que on peut pas, enfin c'est en train de complètement vous détruire et de détruire tout le travail qu'on a fait ensemble. Et voilà, sachant que je vivais seule, c'était en fait pas possible de continuer. Donc j'en ai parlé à ma sage-femme et on a décidé ensemble que j'allais arrêter le traitement. J'en ai parlé un petit peu après aussi à mon généraliste. Et j'ai donc arrêté ce traitement. J'en ai parlé à mon généraliste, j'ai trouvé un autre médecin qui m'avait été recommandé personnellement par des gens qui l'avaient rencontré. Et là, ça a été beaucoup mieux, il a été beaucoup plus à l'écoute. Et il m'a conseillé donc non seulement une pilule, parce que vu que j'allais partir à l'étranger, bah, les autres options étaient trop compliquées à mettre en place, donc le mieux pour la gestion c'était de prendre une pilule. Mais à côté de ça, il m'a quand même parlé des autres traitements alternatifs, donc notamment l'ostéo. Et du coup, j'étais suivie par une ostéo à ce moment-là, que je voyais une fois par mois tellement j'avais tout le temps des douleurs. Et on a décidé avec mon ostéo de se concentrer sur le traitement de l'endométriose. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidée. Genre vraiment, il y a eu un soulagement. Voilà, elle savait ce qu'elle faisait et vraiment si vous avez de l'endométriose, n'hésitez pas à aller voir une ostéo qui s'y connaisse en endométriose parce que ça aide beaucoup. Mais il m'avait aussi parlé de nutrition et d'acupuncture, de sophrologie, etc. Donc d'autres méthodes alternatives si j'étais pas ok avec les hormones. Et il m'avait mentionné la chirurgie, mais voilà, vu que j'allais partir en voyage, c'était pas possible. Donc j'ai commencé ce traitement et je suis rentrée d'Australie à cause de ce traitement. Parce que donc déjà la douleur avait commencé à revenir, donc les premiers mois le traitement a fait du bien, mais ça n'a pas duré très longtemps et donc je devais prendre de l'antharène codéinée pour soulager la douleur. L'antharène codéinée, ça vous fait le même effet que si vous vous réveillez d'une anesthésie générale. Votre journée est finie. Donc c'était un peu compliqué à gérer en étant sur des road trips et en travaillant, etc. Donc il y avait ça. Et puis aussi, cette pilule, ce changement hormonal en fait, a fait naître des tumeurs bénignes dans ma poitrine. Je me suis retrouvée avec une tumeur bénigne de 6 cm dans mon sein gauche et de 4 cm dans mon sein droit. J'ai essayé de les ignorer pendant un temps, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Hein. Et puis j'ai fini par rentrer parce que ça commençait à vraiment m'angoisser. Et j'ai dû me faire opérer pour les faire enlever parce qu'il y avait un risque que ça se change en tumeur maligne et puis surtout qu'elle continue de grossir. Donc j'ai dû arrêter le traitement à nouveau. Et à ce moment-là, avec le médecin, on a discuté de l'autre option, enfin de la dernière option qui me restait, qui était la chirurgie. J'ai rencontré la chirurgienne après avoir refait une IRM et la chirurgienne m'a dit bah écoutez, sur l'IRM tout ce qu'on voit c'est ce qu'il y a sur les ovaires et en chirurgie on ne touche pas aux ovaires. Vraiment on ne peut pas y toucher. Donc on va faire l'opération qui est une opération en fait exploratrice, mais je ne pense pas trouver grand chose. Et quand elle m'a dit ça, j'ai paniqué parce que je me suis dit ça veut dire que mes douleurs viennent d'ailleurs et que ça veut dire que si je me réveille de la chirurgie et qu'elle me dit il n'y avait rien, je dois à nouveau me relancer dans une errance médicale pour essayer de trouver d'où ça vient. Et puis ça veut aussi dire que j'ai subi tous ces traitements pour rien. Mais bon, je me dis, elle essaye de me rassurer en me disant non mais on vous laissera pas toute seule dans cette recherche et puis bon bah attendons de voir comment se passe l'opération. Je me fais opérer mi-janvier et là, donc je me réveille de l'opération et elle me dit vous m'avez donné beaucoup de boulot, il y en avait de partout. Donc en fait j'avais de l'endométriose superficielle partout dans mon ventre. Et elle a pu tout enlever. Donc j'ai failli pleurer quand elle m'a dit ça en fait parce que je me suis dit c'était pas dans ma tête. Voilà. Parce que à force qu'on me dise, parce qu'il y a aussi beaucoup de médecins qui m'ont dit que tout était dans ma tête, donc à force qu'on me dise ça, j'avais vraiment cette panique de me dire on va rien trouver et ça veut dire qu'il n'y a rien et que du coup il n'y a pas de solution. Donc au niveau santé mentale c'est pas facile à gérer honnêtement, mais elle m'a rassurée, elle m'a dit qu'elle avait pu tout enlever. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai rien compris à ma vie. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu un regain d'énergie. J'ai eu l'impression de rajeunir de 10 ans d'un coup. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point la fatigue avait été hyper pesante
au quotidien. Et l'anxiété aussi a vachement diminué après mon premier cycle de règles puisque j'étais pas pliée en deux, j'ai pas eu de douleur atroce quoi. Donc j'ai pu continuer ma vie sans avoir à l'interrompre pendant des semaines. Donc vraiment j'ai eu l'impression de revivre après cette opération. Et du coup depuis je suis sous pilule pour éviter que l'endométriose ne revienne parce que forcément c'est une maladie, c'est pas un one shot. C'est pas on a enlevé et c'est bon c'est fini. Non, on a enlevé mais j'ai de l'endométriose, j'aurai de l'endométriose toute ma vie et donc ça peut revenir et ça peut revenir sous 6 mois comme ça peut revenir sous 2 ans, comme ça peut revenir bien plus tard, comme ça peut ne pas revenir mais voilà, c'est a priori dans mon cas les chances de récidive étaient beaucoup plus importantes que d'être épargnée pour le reste de ma vie. Donc on a décidé de reprendre, de retester la pilule, même si bon bah ça m'avait pas réussi jusque là. Pour le moment ça va. J'attends de voir sur le long terme puisque du coup je ne la prends que depuis février. Donc pour le moment je n'ai pas encore assez de recul pour savoir. Mais ce que je peux dire c'est que ma qualité de vie a énormément augmenté. Ça va beaucoup mieux. Et je peux enfin à nouveau me projeter dans l'avenir. La preuve, je reprends des études à la rentrée parce que je ne pouvais pas faire ça avant et je me rendais pas compte à quel point c'était la maladie qui impactait chacune de mes décisions. Et donc avant l'opération surtout à partir de mon retour d'Australie, j'ai eu besoin de me sentir moins seule, de mieux comprendre la maladie et de me sentir moins seule dans ce combat. C'est aussi pour ça que je vous partage ça aujourd'hui. Je sais que c'est très personnel, que je vous ai raconté mon expérience personnelle, mais parce que comme je disais, l'endométriose c'est une personne, une endométriose. Personne n'a exactement la même chose, mais on se retrouve dans certains éléments. Et je pense que mon témoignage peut être rassurant dans le sens où on a pu trouver un diagnostic et on a pu trouver une solution et on a pu améliorer ma qualité de vie, même s'il y a eu des couacs au passage. Aujourd'hui, je peux quand même me dire que je me sens vraiment beaucoup mieux dans ma vie et que l'endométriose n'est plus un frein constant au quotidien. Et donc là, c'est le moment où je vais vous parler des livres que j'ai lus en rapport avec l'endométriose. Donc pour commencer, 2 témoignages que j'ai lus. Donc le premier c'est Juste une endométriose de Fanny Robin et May Fédé-Gribouilly. Et le deuxième c'est En colloque avec l'endométriose de Fanny Robin. Donc témoignage en fait de la même personne. Mais là on a là c'est une BD et elles n'ont pas été écrites exactement au même moment, donc on n'a pas les mêmes choses qui ressortent. Et j'ai trouvé intéressant d'avoir son expérience personnelle. Elle raconte son quotidien, elle raconte l'impact que ça a sur sa vie et comment elle a choisi de vivre avec son endométriose. Et je sais qu'au moment où je l'ai lu, j'ai choisi d'en tirer quelques enseignements et d'arrêter de voir constamment mon endométriose comme une ennemie, mais plutôt comme quelque chose avec lequel j'ai pas le choix, il faut que je vive avec, donc il faut que j'apprenne à cohabiter. Ça n'a pas été facile, mais psychologiquement ça a aidé un petit peu. Et ensuite j'ai lu un livre extrêmement intéressant. Il s'agit de Les lésions dangereuses, enquête sur l'endométriose de Camille Grange et Mathilde Manca aux éditions Flush. Et ce livre va nous parler justement de l'endométriose, de l'état des recherches actuelles, où on en est. Il y a également des témoignages un petit peu partout. Je me suis retrouvée dans énormément de témoignages. C'est aussi là que j'ai compris qu'il y avait beaucoup plus d'impact sur ma vie que ce que je pensais et que certaines douleurs, certains symptômes, certaines situations que j'avais pouvaient effectivement être liées à l'endométriose et je n'avais pas forcément fait le lien. Mais grâce au livre, j'ai pu faire certains liens qui m'ont aidée au quotidien, qui m'ont aussi aidé à mettre des choses en place avec mon ostéopathe, mais aussi grâce à ce livre-là qu'on m'a offert, qui s'appelle Ma Bible de l'endométriose au naturel, de Stéphanie Mézérail et Sophie Pansa, où du coup on va avoir des éléments pour venir aider au quotidien. On a des conseils nutritionnels, on a des conseils de mobilité, on a des explications du cycle hormonal et de quelles hormones vont avoir un impact sur les différentes douleurs et donc comment travailler avec son cycle. Donc beaucoup de conseils très intéressants et alors j'ai pas mis énormément de choses en place pour le moment. Alors aujourd'hui j'en ai beaucoup moins besoin, mais je sais que ça me permet de réagir à certaines choses et d'ajuster certaines choses. Notamment j'avais pas mal utilisé les pages avec des exercices de yoga, de sport adaptés selon la phase du cycle, selon l'état de douleur, qui vont pouvoir aider à garder une mobilité, à quand même bouger et donc potentiellement à pouvoir soulager ou au moins mieux supporter les douleurs.
Donc voilà, il y a aussi des infusions, il y a aussi certains aliments qu'il faut éliminer de son alimentation ou diminuer ou adapter. C'est vrai que j'ai dû faire un travail sur mon alimentation par rapport à mon endométriose, mais pas un travail énorme dans le sens où les trucs principaux qu'on va enlever, qu'on va dire, c'est de supprimer la viande rouge, supprimer les produits laitiers. Et comme je suis végane, ce sont déjà des choses qui ne sont pas dans mon alimentation. Par contre, je suis censée diminuer le sucre. Et enfin voilà, il y a différents éléments qui sont proposés dedans pour essayer de mieux vivre avec son endométriose de manière plus naturelle, sur des habitudes du quotidien. Donc grâce aux témoignages que j'ai lus, j'ai pu faire du coup je disais le lien entre certaines douleurs et certains moments, enfin certains points clés de mes douleurs et de mon cycle, et adapter certaines choses et travailler dessus avec principalement mon ostéopathe. J'ai aussi vu une naturopathe une fois avec qui on a surtout discuté nutrition, mais il faut bien le dire, c'est un énorme coût de se faire soigner pour l'endométriose parce que la naturopathe et l'ostéopathe ne sont pas remboursés par la sécu, hein, donc c'est très cher. C'est très très cher de devoir se soigner soi-même, sachant que si j'écoutais mon médecin, le gynécologue qui me suivait pour mon endométriose, mais aussi les différentes lectures que j'ai faites, j'aurais dû être suivie par une psychologue aussi, j'aurais dû être suivie potentiellement, tester l'acupuncture ou la sophrologie, etc. Mais j'en ai pas les moyens, donc du coup, voilà. Mais j'ai investi dans l'ostéopathie et vraiment ça m'a beaucoup aidé. Donc je reviens sur cette lecture, sur ce livre qui est illustré et donc extrêmement facile à lire, mais qui va venir parler de plein d'aspects différents de l'endométriose, expliquer les différentes écoles, les différentes possibilités qui expliquent comment fonctionne l'endométriose, va venir nous dire aussi l'évolution de ce qu'on sait de la maladie, parler du fait qu'une femme sur 10 en France a de l'endométriose et que, a priori, ce serait peut-être plus 2 femmes sur 10 que 1 sur 10 d'ailleurs, mais que voilà, établir le diagnostic est très compliqué, que certaines femmes n'ont pas de douleur, que d'autres en ont, que souvent le diagnostic n'est réalisé que quand il y a aussi de l'infertilité. Donc du coup, si on n'est pas en train d'essayer d'avoir des enfants, on ne fera pas forcément le lien. Donc voilà, on revient sur plein de points là-dessus. On parle aussi de violences gynécologiques, on parle aussi d'errance médicale, on parle du travail qui est mal fait dans le corps médical, mais aussi du manque de moyens du corps médical, parce que ce n'est pas toujours la faute des médecins, hein, on va pas dire que c'est le cas, même si il y a aussi énormément de médecins qui vont être sur cette notion de c'est normal d'avoir mal, c'est parce que vous êtes une femme. Ce qui fait que des gens ne sont pas diagnostiqués pendant 20 ans. J'ai aussi appris que le traitement que la première gynéco que j'ai rencontrée m'a donné, la première gynéco que j'ai rencontrée dans le cadre de l'endométriose m'a fait prendre, était aussi appelée une castration chimique. Voilà. J'avoue que ça m'a pas laissée indifférente quand j'ai lu le terme. Et surtout, j'ai appris que c'est le genre de traitement qui n'est jamais donné plus de 3 mois d'affilée parce que ça fait diminuer la densité osseuse et que en plus l'impact sur la santé mentale est bien trop important, que les effets secondaires ne valent pas forcément le coup, voilà. Alors que moi j'ai eu un médecin qui m'a prescrit ça en mode à vie quoi. Donc ça m'a fait réaliser à quel point j'étais tombée sur une personne dangereuse dans le corps médical et que en fait j'ai été très très mal suivie là-dessus. J'ai eu de la chance, le deuxième gynéco sur qui je suis tombée, que je suis allée voir, est très bien. Il est d'ailleurs cité dans ce livre, donc il s'agit du docteur Poil Blanc, et il est cité dans le livre. Et en fait la conclusion de ce livre, mais aussi de ce que moi j'ai vécu, c'est que l'endométriose, c'est une maladie qui est encore trop peu connue, qui est encore trop vaste, dont on ne sait pas encore assez de choses, et pour laquelle aujourd'hui on est sur du traitement des symptômes au cas par cas, où on va en fait devoir choisir entre la peste et le choléra quoi qu'il arrive, puisque chaque traitement en fait a des effets secondaires, et il faut réussir à trouver pour chaque personne le traitement qui va améliorer la qualité de vie au moins un peu, et pour qui les effets secondaires ne seront pas plus importants que la maladie elle-même au départ. Et c'est très compliqué, c'est un équilibre très compliqué à trouver. Donc je me dis que moi j'ai énormément de chance puisque
puisque l'opération a eu un effet extrêmement positif et que pour le moment le traitement que je prends fait son effet et me permet de vivre quasiment normalement. Donc enfin en fait non, pas quasiment, de vivre normalement, puisque depuis janvier je n'ai pas l'impression d'avoir à nouveau de symptômes d'impact de l'endométriose sur ma vie. Donc voilà, j'ai trouvé un traitement qui me permet de vivre normalement, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et ça reste très compliqué. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important qu'il y ait plus de livres dans ce genre-là qui viennent expliquer la maladie, mais aussi où on en est en termes, donc elle parle en termes de recherche, en termes politiques, en termes médicaux. Elle aborde tout ça dans ce livre et c'est très important, et c'est important qu'on ait voilà, régulièrement des points là-dessus parce que les choses évoluent, mais elles évoluent trop lentement, et pour qu'elles puissent évoluer il faut qu'il y ait plus de gens qui s'intéressent au sujet, qui poussent là-dessus. Et je pense que les témoignages aussi sont importants pour les personnes qui ont de l'endométriose, parce que ça permet de se sentir moins seule, mais aussi pour les personnes qui les entourent, parce que ça permet aussi de comprendre la maladie et de comprendre ce que la personne avec cette maladie chronique vit au quotidien, et donc de pouvoir s'adapter, l'aider ou juste la soutenir, parce que c'est difficile de soutenir quelqu'un qu'on ne comprend pas et qui ne se comprend pas non plus elle-même. Donc ces témoignages sont importants, ces explications sur la maladie sont extrêmement importants, et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui et de vous partager ce témoignage personnel où j'en suis dans mon rapport, dans la façon dont je vis avec mon endométriose. Donc comme vous pouvez le voir, ça a été un parcours très compliqué, même si ce n'est pas le plus compliqué, parce que voilà, j'ai vu des témoignages de personnes qui ont vécu bien pire, mais voilà, ça a été, enfin pour moi, ça a eu un impact sur beaucoup d'aspects de ma vie, et ça a été difficile à digérer, mais aujourd'hui j'ai la chance d'avoir pu trouver une solution et de beaucoup mieux vivre avec mon endométriose. Ça ne m'empêchera pas de continuer de me renseigner, de continuer de lire des témoignages. D'ailleurs je pense que je le ferai même encore plus, parce que maintenant c'est plus pour m'éduquer et potentiellement me préparer si jamais ça revient, etc. et mieux comprendre. Mais il y a moins le côté affect, parce que certaines lectures ont été très difficiles, où je me suis retrouvée en pleurs en fait en lisant des témoignages, parce que ça faisait beaucoup trop écho et c'était assez difficile à encaisser. Aujourd'hui c'est plus facile pour moi de lire ces témoignages, puisque je gère, voilà. Donc voilà pour cette vidéo où je vous parle de mon rapport avec l'endométriose et des quelques lectures qui m'ont aidée au fil des mois. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous intéressent. N'hésitez pas aussi à me recommander d'autres témoignages, d'autres ouvrages, d'autres sources d'informations sur l'endométriose. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous-même avez besoin de parler de l'endométriose, n'hésitez pas à me contacter en privé, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir que je serai là pour en parler avec vous. Si vous avez des questions aussi, on peut se retrouver en commentaire ou en privé. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à vous abonner si ce type de contenu vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.